Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land de votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 18 juillet, un amour de Sagan au Salon du Livre d'Hossegor. Concert du Dax Motors and Blues côté moto, la cabretonnaise à pétanque, course landaise et corrida du centenaire à Souston. Et nous finirons par vous dévoiler le nom des gagnants des places de spectacle tauromachie des fêtes de Tyros. Quoi de plus émouvant pour Annick Jail que de rendre hommage à son amie Françoise Sagan au Salon du Livre d'Hossegor lors de la présentation de son œuvre Un amour de Sagan. Explication. Dans son dernier livre, Annick Jail propose une peinture impressionniste de la Sagan qu'elle a aimée à sa période rue d'Alésia au début des années 80. Je suis donc écrivain et journaliste, critique littéraire. J'ai publié actuellement mon 10e ouvrage. L'Académie française a distingué mon 2e ouvrage qui s'intitule Une femme amoureuse en me décernant l'un de ses prix, qui s'intitule le prix Alfred Ney. Annick Jail est bien placée pour décrire Françoise Sagan avec qui elle a vécu pendant 3 ans. Une vie insouciante dont elle garde des souvenirs radieux. Je dirigeais à l'époque Playboy, c'était aux Champs-Élysées. J'étais une très jeune femme, j'avais beau avoir de la santé et de la jeunesse, une très grande jeunesse. Il est certain que fumer et boire avec Françoise et Bernard Franck jusqu'à 5-6 heures du matin, c'était pas idéal parce qu'il fallait rentrer rue Vaneau dans mon appartement pour prendre ma douche et me changer avant d'aller aux Champs-Élysées où m'attendait donc la rédaction que je dirigeais. Donc Françoise m'a dit, plutôt que tu te fatigues tous les matins, dors ici. Donc j'ai pris une partie de la garde-robe de Françoise, son peignoir, et je me suis installée avec elle rue d'Alésia. Françoise Sagan était aussi une femme au côté sombre, une artiste tourmentée. Elle avait une distance avec les autres, même ses proches en souffraient. Elle était dans une espèce d'aquarium de verre où le bonheur ne pouvait pas l'atteindre. Elle ressentait tout avec cette distance. L'œuvre, c'est la béquille. C'est-à-dire que si l'on était heureux, on n'écrirait pas. Si l'on était heureux, on ne peindrait pas. Si l'on était heureux, on ne ferait pas de la musique. Enfin, il y a une forme de béquille, en effet, dans cette manière de compenser le réel par l'artifice qu'est l'art, c'est-à-dire quelque chose d'autre qui vous donne un surcroît de sens et d'existence. La ville d'Hossegor a été une grande source d'inspiration pour Françoise Sagan, puisqu'elle en a tiré l'un de ses romans les plus populaires, Bonjour Tristesse. Je suppose que Françoise a été très inspirée par l'extraordinaire beauté de ce site qui est quand même extraordinaire, quoi. Je veux dire, Hossegor est le lieu à la hauteur de l'imaginaire de Bonjour Tristesse. Le lieu est magique, magnifique. J'y ai été très heureuse là pendant ces 2 jours du salon et donc il est très inspirant en effet, comme tous les lieux, tous les bords de mer pour moi. Ce roman est un hommage, une étape nécessaire pour permettre à Annick Jail de remercier son amie défunte. Le déclic, si vous voulez, c'est sa mort en 2004. C'est-à-dire à ce moment-là, j'ai été évidemment très atteinte, et sur le plan personnel et sur le plan littéraire. Et ce portrait impressionniste, Un amour de Sagan, donc est né de mon esprit douloureux et inconsolable après sa mort, où j'ai trouvé qu'il était impossible de la laisser ainsi, sans lui rendre la politesse qu'elle m'avait accordée, c'est-à-dire voilà, la vie, une forme de vie, même posthume. Motors Blues propose de nombreux concerts, principalement du blues et de la folk music. Nos journalistes sont allés à la rencontre de Stevie Nimo, du charismatique Nico Wayne Toussaint, mais aussi des vainqueurs du concours Jeunes Talents 2013, le groupe Why Not. Regardez. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous ? En fait, moi, je m'appelle Stevie Nemo, je suis un Écossais qui habite dans la Bourgogne. Donc voilà, donc je suis à côté d'Auxerre depuis 9 ans, presque 10 ans. J'aime bien la France, mais je continue à faire la musique un peu partout dans le monde, quoi. Donc là, voilà, donc c'est moi. Voilà, je joue de la guitare, je chante, voilà. D'accord. Alors, votre style de musique exactement, c'est quoi ? Oh, à la base, c'est du blues. C'est du blues à la base, mais là, ce que je viens de faire, c'est un peu plus folk. Gospel, même country, voilà, mais à la base c'est de blues. Et c'est des compositions ou vous faites des reprises ? La plupart c'est des compos. Là j'ai fait des reprises
Parce qu'en acoustique, en solo, c'est bien pour le public en fait, d'avoir quelque chose qu'ils reconnaissent, voilà. Mais j'ai fait des reprises à ma façon, à moi, donc c'est jamais juste comme ça. Ok. Et vos influences du coup, qu'est-ce que c'est? Les influences, c'est des grands du blues en fait, Freddie King, B.B. King, Peter Green, Fleetwood Mac, Stevie Ray Vaughan. Et de l'autre côté, il y a des hommes plus modernes. Amos Lee, c'est un artiste américain, voilà. J'aime bien la musique country en ce moment. Ouais, donc si c'est la bonne musique, j'aime bien. Voilà. Alors du coup là vous êtes en train de me dire qu'en ce moment vous aimez bien la musique country, ça veut dire que de temps en temps ça change, vous faites pas toujours... Oui, donc ça dépend de la musique. Donc des fois c'est un peu trop des cowboy boots et des hats, machin, et j'aime pas trop, mais là en ce moment je pense que en fait les barrières sont un peu floues maintenant. C'est country, blues, rock, c'est la même chose en ce moment, donc c'est super. Donc là on peut faire plein de trucs dans le même style, c'est bien. Nico Wayne Toussaint est un harmoniciste-chanteur. Sit down by the old Orange Street. Il est reconnu autant en Europe qu'en Amérique du Nord. Professionnel depuis 1998, son répertoire original mélange du Chicago blues des années 50 et des notes plus contemporaines. Son charisme et son énergie sur scène définissent sa marque de fabrique. Chaque année, une place est réservée aux jeunes groupes locaux. 3 groupes se produisent sur scène dans les mêmes conditions que les groupes professionnels. Le jury est composé de tous les musiciens présents sur le site. Il désigne un vainqueur et ce vainqueur se produira l'année suivante lors du festival. L'année dernière, c'est le groupe Why Not qui a remporté la compétition. On doit jouer, je crois, une demi-heure. Donc c'est avec 20 minutes, je sais plus. 5 chansons à peu près. Ouais, et c'est les musiques qu'on veut, donc ça peut être des compos ou des reprises. Bon, nous c'était que des reprises. Et on joue les 3 groupes à la suite et à la fin ils annoncent le gagnant. Les autres groupes qui étaient avec nous, ils étaient plus anciens, plus connus vu que nous on était tout nouveaux. Et on s'attendait vraiment pas à gagner. On est même parti en oubliant que c'était un concours et que voilà, on a joué et quand on nous a dit qu'on avait gagné, c'était étonnant, c'est le mot. On était vachement impressionnés par la grosseur de la scène et tout ça, et du coup on a kiffé jusqu'au bout. Et voilà. Ce festival, le Dax Motors Blues, est comme son nom l'indique, un rassemblement d'amoureux de moto. De nombreuses animations y sont proposées avec notamment la mythique balade à moto. Un festival en plein essor. Ce week-end débutait pour la 6e année consécutive le Dax Motors Blues. C'est une idée qui est née au départ au coin d'un comptoir entre potes en train de discuter de nos passions, le blues et la moto. Et à un moment où on se retrouvait un petit peu orphelin, c'est-à-dire que Vieux-Boucau n'existait plus, ce rassemblement qui, dans la région, drainait quand même beaucoup de motards. Donc on a cherché des solutions et on est allé voir la mairie, la ville de Dax, et on leur a proposé cette idée. Ils nous ont soutenus, ils ont soutenu le projet, ils le soutiennent encore. Ce qui veut dire que ça plaît aux élus et on a prouvé que ça plaisait aussi aux Dacois, aux touristes, vu le nombre de gens qui viennent, aux motards et aux amateurs de blues. L'année dernière, l'estimation qui a été faite a été entre 12 et 15 000 visiteurs sur le festival. Et cette année, on a le grand plaisir de découvrir une clientèle qu'on n'avait pas obligatoirement les années précédentes, qui sont des amateurs de blues, qui sont des gens qui viennent de Cognac pour certains. On a une dame qui vient de Hollande qui fait le tour des festivals de blues en France. Et c'est des gens qui étaient aspirés normalement par Cognac, qui est aujourd'hui une institution dans le milieu du blues. Et comme cette année, on est décalé par rapport à eux, on a le plaisir de les avoir avec nous. Et même si ce soir, ça démarre gentiment et que les gens vont arriver tout au long de la soirée et surtout dans la journée de demain, on se rend compte qu'il y a une autre clientèle qui vient nous voir. Et ça, c'est que du bonheur. On arrive aujourd'hui à avoir une notoriété qui fait venir des gens de bien plus loin qu'on ne pourrait le penser. L'association, c'est vraiment une bande de potes
On est un bureau de 5 personnes qui font vivre le festival à l'année, épaulé par un conseil d'administration et par les 70 bénévoles de l'association. On prend plaisir à se retrouver, à tel point qu'on appelle, quand on se retrouve, on appelle plus ça des réunions, on appelle ça des apéritifs de travail. Ça ressemble beaucoup plus à ce qui se passe en réalité qu'à une réunion très sérieuse, mais ça permet de créer une vraie convivialité. Et je pense que les gens qui viennent au festival ressentent ça aussi. La franche camaraderie qu'il y a entre tous les membres de l'asso qui font partie intégrante de l'ambiance du festival. 5 bénévoles choisissent la programmation des concerts blues du festival. On écoute tout ce qu'on reçoit de juillet à octobre pour arriver à monter une programmation. On a la chance déjà au bout de la 6e année d'avoir des gens qui nous envoient des maquettes assez régulièrement. Je crois que cette année on doit être à plus de 250 maquettes reçues. Donc ça nous permet d'écouter, de faire notre choix. Puis après, Internet est quand même une source intarissable d'inspiration au niveau de la musique et aussi au niveau du blues. Un des moments phares de ce festival est la balade à moto. C'est un moment assez extraordinaire parce que rouler en groupe, rouler en meute, c'est quand même quelque chose d'un peu mythique pour un motard. Et c'est aussi, on s'en rend compte, assez impressionnant pour tous les gens qui se massent au bord de la route, qui voient passer toutes ces motos. On voit plein de gens sourire, rigoler, prendre plaisir à voir passer ce cortège. Et ça permet aussi aux gens qui viennent d'assez loin de découvrir samedi après-midi le tour de la ville de Dax. Et dimanche matin, on va un peu plus loin, on approche un petit peu la Chalosse et les bords de l'Ado. Le samedi, c'est en gros 600 motos sur une balade et le dimanche matin, c'est souvent un peu plus frais, les gens ont plus envie de faire une petite balade. Et on se retrouve avec des fois, l'année dernière, c'était un peu plus de 800 motos le dimanche matin qui font la balade en Chalosse. Alors, si vous avez envie de participer au Dax Motors Blues, d'écouter de la bonne musique et de voir de belles motos dans une ambiance chaleureuse, il vous faudra maintenant attendre l'année prochaine. Après le national à pétanque à Souston, le week-end dernier avait lieu un autre événement pour boulistes sur la côte landaise, à Cabreton cette fois-ci, avec la landaise à pétanque en souvenir de Marco Foyot. Notre duo de journalistes Claude Hennequin et Béatrice Gouin était sur place. Marco, nous sommes ici parce que vous organisez depuis maintenant 4 ans un très beau rendez-vous de joueurs de pétanque. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Effectivement, depuis 4 ans, on a voulu faire un concours avec mes amis Fredo Fit et puis d'autres amis. Le tournoi de mon père, au départ on s'est amusé, on s'est dit on va faire quelque chose de sympa. Après ça a pris une envergure énorme. Là cette année on a innové, c'est-à-dire la 4e année on est passé donc national triplette pour la première fois. Plus il y a un national féminin, plus un tête-à-tête, plus un doublet, c'est-à-dire qu'on a fait le grand chelem. On se réunit tous au Gaillou parce qu'il est évident qu'on va avoir 500, 600 ou 700 joueurs, plus 200 ou 300 joueuses, vous vous rendez compte? C'est quelque chose d'important. Donc maintenant, ce qui est important aussi, c'est qu'il fait partie des concours nationaux. Et par exemple, pour une société comme la Boule au But, qui est le number 1 au niveau des fabricants, il rentre aussi dans le top 10 des nationaux français sur leur espèce de Tour de France qu'ils ont fait. Et quelque part, on a acquis une certaine notoriété en 4 ans. En ouverture de cette landaise à pétanque, élus, sponsors et champions s'affrontent sur le carré d'honneur à l'arrière du casino. L'occasion pour le public de voir à l'œuvre des champions d'Europe ou de France. Ça y est, j'ai trouvé un petit poulet de l'année qui était parmi les spectateurs et qui va être surtout un joueur. Alain, bonjour. Bonjour. Alain Philippot, vous avez été très longtemps un rugbyman à succès. Qu'est-ce qui vous a amené à aimer les boules après le rugby? Disons que ça fait pas mal de temps que je joue aux boules avant le rugby. Bon, j'ai jamais fait les championnats parce que la discipline du rugby ne me permettait pas de jouer aux boules. Mais j'aimais les boules. Disons que les boules, c'est plutôt un sport individuel que collectif. Au rugby, bon, ça ne demande pas... On peut être moyen et ça passe, et à la pétanque, si vous êtes moyen, c'est pas possible. Alors, c'est la première année que vous participez ou vous êtes venu aux 3 premières éditions? Je suis venu aux 3 premières éditions. Disons que bon, j'ai joué au niveau du rugby avec Rouillé des années 90. Et après, bon, on avait une grosse équipe à Rouillé, mais j'ai eu la chance d'être championne de France à la pétanque en 2007 avec mon collègue Stéphane Delforge et Christian Lagarde. En 4 ans, la landaise à pétanque, avec son tournoi VIP, son souvenir Mario Foyot et son challenge Alain Saumon, est devenue un événement majeur de la Cité Marine.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez tout de suite adhéré au rassemblement de Marco Foglio? Ce qui a fait, c'est il y a plusieurs choses, dont une, la principale, c'est le souvenir du père de Marco Foglio, puisque c'était à l'origine la première des choses, mais aussi le fait qu'on mettait une synergie entre les clubs de Cabreton, qui était le boulodrome de la plage, et aussi le club de pétanque du Gaillou, et derrière toute une recherche de l'excellence sur une compétition qui cette année amène en plus les féminines. Donc on arrive vraiment à un élément sportif majeur pour les Landes et pour la pétanque à Cabreton. Voilà. Rendez-vous l'année prochaine à Cabreton, aux alentours du 14 juillet, pour une nouvelle édition de la Landaise à pétanque. Retour à Souston où Dominique Larrier a laissé sa casquette de pédagogue pour revêtir son costume de sauteur et régaler avec sa quadrilla le public venu l'applaudir lors de la course landaise du centenaire des Arènes. La course landaise, comme son nom l'indique, est essentiellement pratiquée dans les Landes et dans le Gers. Pour ceux qui ne connaissent pas la course landaise, je crois que voilà, c'est un spectacle, c'est une tradition landaise comme on a vu ici ce soir dans les arènes de Souston, où on utilise les vaches qui sont les mères et les sœurs des taureaux de combat espagnols pour pratiquer notre ragascon qui est l'écart et le saut. Les toreros sont répartis en deux catégories. Les écarteurs qui attendent la vache avant de l'esquiver au dernier moment. Et les sauteurs qui exécutent un saut au-dessus de la vache. Alors c'est deux choses bien différentes, mais ça s'est déjà vu que ça s'est très rarement vu qu'un écarteur devienne sauteur, mais qu'un sauteur devienne écarteur, oui ça s'est vu, mais on peut être polyvalent. Après voilà, pour le saut il faut vraiment avoir une base de gymnaste, etc. pour pouvoir réaliser les figures qu'on réalise en course. Je suis gymnaste depuis que j'ai 6 ans et ça fait 14 ans que je suis en course landaise maintenant, non, mais j'ai une base de gymnaste avant d'être sauteur. Le torero décide s'il sera sauteur ou écarteur. Il s'engage pour être écarteur ou pour être sauteur. Donc voilà, après chacun choisit la discipline qu'il veut pratiquer en course landaise. L'âge légal pour commencer la course landaise, c'est 16 ans. Ce sport a fait sa première apparition il y a plusieurs centaines d'années. Le premier saut périlleux a eu lieu à Peyrehorade en 1886. Et les Landais ont ensuite adopté la tenue qu'ils portent toujours aujourd'hui. Les vaches sont aussi appelées coursières. On appelle ça des coursières, d'où parce que à cause du nom de la course landaise, donc voilà, ça s'appelle des coursières, c'est des vaches de course. Ce jour-là, ce n'était pas une compétition mais une démonstration. D'habitude, donc ça se passe, c'est des courses dites de challenge où on rentre en compte tout un pointage de l'écart et sur certains points. Les sauts sont pointés aussi, pareil, sur certains points, et les vaches aussi. Donc ce qui donne une moyenne, un score au final à la fin d'une course de challenge. Il y a un corps arbitral, comme au foot ou au rugby, il y a un corps arbitral qui sont des personnes qui sont formées pour donner des notes et pour pointer les figures. Il n'y a pas d'entraînement en fait. Il n'y a pas d'entraînement spécifique à la course landaise. On rattaque vraiment la saison comme ça dans le vif du sujet. Directement en challenge, en travaillant les vaches, mais il n'y a pas du tout d'entraînement. Allez, ciel. Avec un super coup de ficelle. Allez, tout le monde. Et une attaque par-dessus le marché. Sortie de la loge. Avec le pied joint, il la reprend sur le retour. Une série montée-descendre. Ah, ça, c'est du grand art. Le clou du spectacle a été l'arrivée de la vache aux cornes d'or, meilleure vache de l'année, que Dominique Larrier et sa Ganaderia ont pris plaisir à sauter ou à écarter. Pour ce qui va être l'exploit de la soirée. Avec le saut brillé de Dominique Larrier. Ah là, il a réalisé son rêve chez lui, à Souston. Ça fait plaisir de faire une course ici pour le centenaire des arènes. Voilà, 100 ans d'histoire de ces arènes, c'est quelque chose de très important, surtout pour moi qui suis de Souston. Donc voilà, j'ai tenu
avec ma quadrilla à faire un beau spectacle. Je crois que c'est ce qui s'est passé ce soir. Et je pense que voilà, notre quadrilla, notre équipe, on est très fiers de ce qu'on a fait. J'espère qu'on a transmis du plaisir au public, ce qui est le principal but de la course landaise. Et maintenant, en espérant que ça dure encore des centaines d'années. Merci bien. Pour fêter dignement les 100 ans des arènes, une corrida mixte était organisée dimanche dernier à Souston. Retour en images sur ce spectacle qui a enthousiasmé le public. Dans les arènes de Souston, la corrida a enthousiasmé la foule. Un public venu nombreux pour fêter le centenaire. Avant de vous quitter, voici les noms des heureux gagnants des places et des spectacles taurins des prochaines fêtes de Tyros. Pour la course landaise, il s'agit d'Armand Sardu, de Paul Burgard, de Sandra Elissalde, de Jean Bélestin et enfin d'Alain Lacolle. Maintenant, passons à la corrida portugaise. Les vainqueurs sont Alexandrine Correia, Thomas Leplâtre et Régis Villeneuve. Et enfin, pour finir, ce sont Tanguy Philippe, Morel Babette et Gabarus Laurent qui pourront assister à la corrida grâce au comité des fêtes de Tyros et à TV Land, votre web télévision locale.
Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous retrouve lundi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Et vous souhaite en attendant de passer une excellente fin de semaine.